Bonjour à tous, bienvenue sur le 3e podcast de l'Héritage vert du groupe humanitaire. Je me représente Sophie Cournoyer, l'animatrice pour cette année, et je suis accompagnée de Ève. Bonjour, donc aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir Maxime Gagné avec nous au podcast. C'est le chef et le propriétaire du Mitch Deli et il est aussi professeur à l'ITHQ. L'École des métiers de la restauration. Il faut spécifier. Bonjour. Parfait. Donc, on peut tout de suite commencer un peu par expliquer c'est quoi que tu fais. Je pense que la meilleure personne pour se présenter, c'est soi-même. Fait qu'un peu, comment a été ta carrière, comment ça build up, l'école, comment tout a commencé. Wow, tu veux vraiment qu'on fasse ça du début? Oui. Oh my God, combien de temps on a? La date de naissance aussi. Non. OK. Mais peut-être à partir des plus récentes études à comment la carrière a commencé. J'ai quand même fait... je me suis promené beaucoup dans mon métier. J'ai commencé la cuisine à très jeune âge à la maison. Tu sais, c'est sûr qu'il y a cette idée un peu romantique des enfants qui apprennent avec leurs parents. Puis ma mère vient d'une famille où elle a 14 frères et sœurs. Donc, quand il y avait des rassemblements, il y avait beaucoup de cuisine, il y avait beaucoup d'énergie autour de ça. Puis c'était toujours ça qui prédominait. En fait, c'est toujours ça qui rassemblait. Mm-hmm. Je pense que c'est la chose, moi, qui m'a charmé le plus de l'alimentaire, c'est que c'est le moment où on se retrouve ensemble. Mm-hmm. J'ai un souvenir de... Quand j'étais plus jeune, on habitait dans un rond-point, je viens de la ville de Saint-Eustache quand j'étais jeune. Puis mon père, il barrait le rond-point, puis il faisait une épluchette de maïs avec des hot dogs, tu sais, quelque chose de simple, mais qui faisait que tous les gens du quartier venaient, puis il n'y avait pas d'auto qui pouvait passer, donc il n'y avait pas de danger pour les enfants. C'était un quartier très familial, tu comprends? Puis j'ai toujours accroché à cette image-là comme une image de plaisir, de confort. Tu sais, quand on est plus jeune, on peut être un peu plus anxieux, un peu plus peureux des gens qu'on connaît pas. Puis, peu importe, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé en tête comme des beaux souvenirs. Tu sais, c'est là que j'ai rencontré le voisin. Tu sais, maintenant, je dis bonjour à lui parce que je l'ai vu, ou je dis bonjour à elle parce que je l'ai vu là. Puis, tu sais, c'est là que tu commences des relations plus... Je trouve que c'était une belle façon de rapprocher les gens qui, normalement, se croisent pas aussi. Oui, c'est vrai. Très rassembleur. Ouais. Puis, tu sais, je veux dire, je vais continuer sur un peu ma carrière quand même, là, parce que là, j'ai complètement bifurqué, mais on va y revenir à ce bout-là, pourquoi il est si important pour moi. Puis, après ça, c'est ça. J'ai fait mes études en cuisine. J'étais parti de Saint-Eustache avec ma copine, vivre à Québec. Je me suis inscrit à un cours en gestion de commerce au cégep de Sainte-Foy. Puis j'ai fait une journée. OK. Je suis parti, puis j'ai regardé était où l'école de cuisine à Québec. Je suis allé voir, puis ça donnait qu'il restait quelques petites places pour un cours qui commençait de soir. Puis j'ai fait « OK, j'embarque, c'est ça que je fais. » OK, puis, cool. Ouais. Puis en même temps... On se promène beaucoup dans une carrière de cuisine, je pense, quand on veut voir le plus de choses possible. J'ai fait des stages en Martinique. J'ai été en Angleterre aussi un petit peu. Après ça, j'ai fait un restaurant qui s'appelle Le Local avec mon ami Louis-François Marcotte, qu'on a ouvert, j'étais dans les premières années. Je suis parti, je suis allé travailler dans le Grand Nord parce que je voulais savoir c'était quoi faire de l'argent aussi en étant cuisinier, parce que, il faut se le dire, là, à l'époque, là, je pouvais faire... je devais avoir un salaire de 9 piastres de l'heure, là, puis j'étais responsable de cuisine parce qu'ils te mettent un salaire de 15 piastres de l'heure. Dans ce temps-là, c'était plus qu'aujourd'hui, là. Ouais. Ils te donnent un salaire de 15 piastres de l'heure, mais t'en fais 70, t'en es payé 40. Ça change beaucoup. Les mœurs d'aujourd'hui changent beaucoup. Puis moi, en étant patron aussi, ma philosophie change. Puis je veux que mes employés soient heureux. Là. Je veux pas qu'ils vivent ce que j'ai vécu nécessairement. Des fois, c'est triste qu'ils sachent pas ce que j'ai vécu parce qu'ils comprennent pas ce que je leur donne. Ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est la plus grande tristesse d'être patron. Ouais. Je te dirais que tu veux... C'est comme je pense, être patron et être papa, ça doit être la même chose. Tu veux donner... tu veux pas que ton enfant vive une certaine misère ou une certaine pauvreté, puis ben, tu t'en rends pas compte parce que tu l'as pas vécu. Fait que s'il y a quelque chose qui fait un sens puis qui en fait pas en même temps là-dedans, mais... Et voilà, c'est ça l'évolution, c'est ça les jours d'aujourd'hui.
Puis après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Après, c'est ça, le local, j'ai ouvert un restaurant avec mon chum Louis-François à l'aéroport. On a ouvert une cabane à sucre. J'ai ouvert des restaurants pour des amis. J'ai été chef dans un restaurant qui s'appelait Le Hangar, encore pour Louis-François. Puis à cette époque-là, j'avais un directeur d'école qui s'appelle Mario Bilodeau, de l'École des métiers de la restauration, justement, qui était venu me rencontrer. Puis Mario, il dit « Max, j'aimerais ça, avoir un prof comme toi à l'école. » Je dis, mais je suis tellement comme un poisson dans l'eau ici que, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de chance que ça arrive. Puis malheureusement, il y a eu une séparation de partnership dans l'entreprise, puis ils ont fermé le restaurant pour des raisons de conflit entre eux. Puis j'ai fait, je vais aller voir ça, ce poste-là à l'école. Puis finalement, Mario, il dit, viens-t'en. Puis j'ai fait, cette année, je serai à ma 11e année d'enseignement. Wow. Félicitations. J'ai formé 2247 personnes parce que j'ai gardé toutes mes feuilles de temps, puis je sais... puis j'ai vécu des moments extraordinaires. Ça fait de moi un meilleur cuisinier. Ça fait de moi aussi quelqu'un qui a une prise de conscience sur toute la richesse qu'on a ici à Montréal, sur la richesse de la culture. Puis j'ai tellement eu de plaisir avec mes cohortes, mes étudiants, à faire... Parce que dans une classe, mettons, j'avais 24 étudiants, j'ai peut-être avoir 13 nationalités différentes. Ouais. Fait que j'instaurais une chose, si ça leur tentait, c'était jamais forcé. Je dis, regarde, le vendredi, on fait staff meal. Ah non, ma directrice va peut-être m'entendre. On le coupera. Non, écoute. Mais, puis, non, parce que c'était très pédagogique comme activité. Puis, je dis, OK, le vendredi, tu sais, qui aurait le goût de mettre sa culture de l'avant? Qui aurait le goût de faire un plat de son enfance ou un plat qui rappelle la maison? Puis j'avais toujours des surprises, tu sais. Des fois, j'ai eu quelques Mexicains qui ont fait des choses. J'ai eu des Marocains, des Tunisiens. Tu sais, on a tout fait, là, la cuisine indienne, la cuisine chinoise. Puis moi, en tant que cuisinier, j'ai beaucoup appris de ça, tu sais, en termes que tout dans la vie est de la façon que tu vas voir les choses qui va faire qu'est-ce qui peut m'enrichir. Puis c'est tellement enrichissant d'avoir tout ça dans notre ville, là, de toutes ces cultures-là mélangées, toutes ces saveurs-là, puis toutes ces... Puis quand tu demandes à quelqu'un de faire ça, là, il le fait, là. Hey, je te jure, il y en a, là, ils se faisaient des missions, là, d'aller chercher tous les produits, puis arriver, puis là, il étalait ça, puis on va faire ça. Puis des fois, ils s'en mettaient beaucoup trop sur les épaules, là, puis j'étais comme, OK, tout le monde, on va se mettre tout ensemble, on va les aider. Puis fait que ça faisait des projets où ce que tout le monde... Il y avait une belle symbiose de on embarque, on tripe ensemble, puis au final, on va tout manger ensemble aussi, puis on va tout partager ça ensemble. Et après ça, il y a eu quelque chose qu'on a appelé la pandémie, genre de choses que, encore une fois, vous avez vécu, mais beaucoup de générations ne vivront pas. Beaucoup de monde vivront jamais ça, là. Puis après un mois de pandémie, chez moi, avec mes chats, à boire du vin, c'est cool la première semaine. La deuxième semaine, ça fait je deviens rien. La troisième semaine, je suis vraiment rien. Donc, puis il y avait un petit besoin, je sentais un besoin criant aux gens, autant pour moi que les gens autour de moi, à sortir de la maison, à se trouver une façon d'être humain, de pouvoir avoir ce partage-là. Puis j'ai appelé 2 de mes étudiants, Tristan Beauchemin puis Sébastien Louis XVI. Puis j'ai dit, hey les gars, ça vous tente-tu? On fait un restaurant. Puis en fait, il n'y a rien qui me tente plus que ça. Fait que là, il y avait un petit local, un disquaire qui est sur de l'Orumier des Carrières, le 180 grammes. Puis Christophe, à l'époque, je dis, hey Chris, on pourrait-tu prendre la cuisine? Tu penses, venez-vous-en. Puis finalement, on a pris la cuisine, on a fait du ménage, on a mis ça à notre goût, puis on a ouvert 4 jours après l'ouverture. On avait des articles dans Tastet, dans la presse, dans un webzine américain qui nous disait « Nouveau meilleur restaurant en Amérique du Nord ». Wow! Ouais, mais à quel point c'est drôle, tu sais, on est le seul qui a ouvert. T'es le meilleur, mais tu peux être le pire aussi. Ouais, mais c'est quand t'es le seul. C'est mais comment que ça a été connu? Est-ce qu'il y a des contacts que ça comme il y a quelqu'un qui est juste tombé là-dessus puis qui a décidé de faire un article? C'est comment que ça a été? C'est une bonne question parce que je l'ai pas posée dans le sens que j'ai des amis un peu partout, puis je connais quand même beaucoup de monde. Un bon réseau. J'ai une bonne grande gueule, comme ils disent. Ouais, on peut dire ça. Puis c'était quelque chose je comprenais pas trop ce qui se passait, là. Ça allait vite.
Puis là, après ça, tu sais, l'école a recommencé. J'étais pris dans le restaurant en même temps. Là, faire les deux, on enseignait à distance. Je faisais le restaurant. C'était beaucoup. En plus, moi, je finissais un bac en enseignement en même temps. OK. Fait que je faisais du 7 sur 7, puis des 100, des fois 120 heures semaine. Là, tu sais, le métier de cuisinier, c'est un métier qui c'est pas... cuisinier-serveur, tu sais, restauration. Il faut que tu saches gérer du stress dans une situation X. La situation X, c'est quelqu'un a une demande, quelqu'un a une requête, quelqu'un a soif, quelqu'un a ci, quelqu'un casse un verre. Il faut que tu sois réactif. Donc ça, il faut que tu le pratiques parce que il y a rien qui peut tu peux faire ce que tu veux, il n'y a rien qui va te préparer à ça. Puis quelqu'un qui est bête, quelqu'un qui est fin, quelqu'un qui s'en fout, quelqu'un qui se fâche, un enfant qui crie. Tu sais, je veux dire, tout un cuisinier qui est débordé, puis qui lui aussi, son stress, ça va pas bien, fait que là, il devient plus bête, la pression augmente. C'est un métier qu'il faut être fait fort. Tu sais. Fait que tu peux être un hypersensible, mais il faut que tu te crées une carapace. Okay. Il faut que tu arrives avec ton bouclier. T'arrives, c'est comme une autre personne quand tu arrives en cuisine. T'as pas le choix. T'as pas le choix parce que sinon, ça peut pas être que douceur. C'est un endroit de rigueur. C'est un endroit de rigueur, de respect. Puis quand je parle de ça, c'est autant pour tout ce qu'on se fait donner, dans le sens que je travaille avec des petites fermes. Ces petites fermes-là, ils vendent leurs légumes un peu plus cher, vendent leur viande un peu plus cher. Mais ce produit-là, il a été fait avec... Tu sais, on aime ça dire beaucoup d'amour. À un moment donné, ça devient un peu quétaine. Mais il a été travaillé avec beaucoup d'attention. De l'attention, de l'énergie, puis de la bonne énergie. Donc, il faut faire honneur à ces choses-là, tant qu'à moi. Puis ça, c'est ma vision de ça. Nous, on fait affaire avec des gens qui font affaire à leurs choses. On va faire encore plus attention à leurs choses parce que, en plus de ça, c'est pas nous qui les a faites. Ouais. Donc, respectons ça, puis rendons-le bien dans l'assiette, puis faisons plaisir aux gens. Le métier de restaurateur, c'est vraiment ça. C'est d'accueillir les gens chez toi, puis de leur faire passer un bon moment, puis de leur faire passer ce bon moment-là, c'est par la musique, par la nourriture, par l'alcool, puis par aussi respecter le fait de ceux qui n'en boivent pas d'alcool, puis d'avoir des options qui sont intéressantes pour eux autres. Tu sais, il ne faut pas que ça soit un centrisme, tu comprends? Il ne faut pas que ça soit genre, moi je fais ça, moi je mange ça comme ça. C'est pas ça. C'est, moi je veux faire plaisir aux gens. Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce que je peux avoir qui va faire plaisir en faisant quelque chose qui me fait plaisir à moi aussi, c'est sûr, mais il faut avoir un juste milieu dans tout ça, tu sais. Oui, puis c'est ça, puis j'ai remarqué, sur le menu, il y a vraiment des options pour tout le monde. Ouais, c'est pas juste vegan ou juste la viande. Puis on a du sans gluten, puis c'est sûr que le pain sans gluten, on y croit pas, parce qu'on n'a pas goûté de bon encore. Non, mais c'est vrai, tu sais, je veux dire, tant qu'à ça, je fais des beaux bhajis qui sont faits avec de la farine de pois chiches. J'ai des belles assiettes de légumes super bien travaillées. Tu sais, tu vas triper pas mal plus à manger un produit qui est fait avec 3, 4, 5 sortes de liants puis de produits pour essayer que ça ressemble à une texture de pain. Au lieu de manger quelque chose qui ressemble à quelque chose, mange quelque chose qui s'assume puis qui est bon puis que tu vas avoir du fun, tu sais. C'est vrai. Puis si c'est bon. C'est ça qui est important. Si c'est bon, si le monde aime ça. On ose espérer que c'est bon, là. Mais je pense que on a un beau succès. Puis depuis on a déménagé du local où on était au 180 grammes, justement parce que l'hiver, là-bas, tu sais, la première hiver, j'avais mis un tempo, mais il a beau faire moins 40, tu sais, tes cuisiniers sont dans un petit cochon, il se passera pas grand-chose sans salle à manger. Puis là, ça a été un peu le récit de la carrière. Mais à un moment donné, j'ai remarqué que ça l'a vraiment comme un peu grossi. Mais quand on commence en cuisine, en tout cas de ce que moi je remarque, c'est difficile de faire sa marque puis de réussir. C'est quoi le point tournant, tu sais, qui a fait en sorte que, OK, là, je suis capable d'investir là-dedans, puis être rentable, puis continuer de grossir comme... Est-ce qu'il y a un point où... je crois pas. Ça a juste... moi, j'ai pas de point de ça. En tout cas, tu sais, je pense que c'est une question de personnalité aussi. Il faut pas avoir peur de la misère. Ça, c'est sûr.
Ben, tu sais, la misère, c'est relatif. Là. On s'entend qu'au Québec, notre misère est très loin de celle de d'autres personnes ailleurs. Puis les niveaux sont comparables. Mais ce que je veux dire, c'est que j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus payant, plus rapidement, puis me prélasser de tout ça. Mais c'est pas ça que j'avais envie. J'avais envie de faire ce qui me faisait triper, puis de voir où je pouvais le pousser. Mais maintenant, je suis à un point où tellement de choses sont possibles. Tu sais, c'est ce qu'on a fait chez Messerem. On a un Mitch Daly dans la brasserie Messerem dans le sud-ouest de la ville. Petit Messerem qui est un brasseur, c'est tellement créatif, c'est tellement intéressant. Ce qu'ils font sont vraiment cool. En plus, c'est une gang de gars qui jouaient dans des bands de musique quand on était jeunes. Puis moi aussi, je faisais de la musique plus jeune. Fait que, on s'est connus un peu plus jeunes avec Marc-André Filion. On avait 16 ans au Foufoune électrique. Oups! On était trop jeunes pour aller au bar. On y allait pareil. Mais bon. Puis on se retrouve dans notre vie plus adulte, plus accomplie, puis on fait des projets ensemble. Fait que c'est des choses qui sont touchantes, c'est des choses qui sont... Je pensais jamais faire ça un jour, mais wow, là, tu sais, je veux dire... Fait que je pense que ce qui est important de retenir dans tout ça, parce que je vois dans un peu tous les sens, là, c'est quand t'aimes quelque chose, accroche-toi-y. Tu sais, je me suis accroché à ce que j'aimais, puis je suis devenu bon, puis pas... Tu sais, le meilleur, c'est pas toujours le talent inné, tu sais. Puis il y en a que c'est des talents innés, comme dans le sport aussi, dans plein de choses. Mais c'est la persévérance fait que tu atteins des compétences, puis en devenant personne ne peut t'enlever ça, une compétence. Personne ne peut t'enlever ça de l'expérience. Puis c'est ça, c'est d'être passionné, d'être intéressé, de sentir tout. Ben là, je parle vraiment du métier de cuisinier, on s'entend, là. De tout sentir, de tout goûter, puis en tout temps, tu sais. Tu sais, je vais vous dire de quoi de dégueu, là. Go! Êtes-vous prête? Non, mais tu sais, c'est même que je sens mes bas quand je les enlève, là, tu sais. Ouais. Ouais, je sais, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça apporte? Je sais pas. Mais non, mais tu sais, c'est juste... je parle en caricature un petit peu là-dessus, juste pour dire que, tu sais, il faut tout sentir, il faut tout goûter. Puis à un moment donné, il y a des associations, veux pas, qui viennent se faire dans ta tête. Puis je pense que c'est aussi important, la notion du risque. Parce que si quelqu'un n'est pas prêt à prendre un risque puis de s'investir là-dedans, oh my God, ben il peut pas aller nulle part sans prendre un petit peu de risque dans la vie. Oui, puis tu sais, de l'anxiété, en veux-tu, en v'là, là, quand tu prends des risques comme ça, mais c'est ça, on se rend des fois un peu malade, on se rend un peu fou, je t'avouerai, à faire ces choses-là, puis il y a des jours, tu te réveilles, mais tu as juste envie de pleurer, puis tu fais, mais qu'est-ce que je fais, mais dans quoi je me suis mis? Puis après ça, il y a Martin Picard un jour qui a dit une sage parole, puis ça me reste toujours dans la tête. Il a dit, la restauration, il dit, c'est 90% de merde pour 10% de bonheur. Puis c'est ce 10%-là qui est assez fort pour faire qu'on continue à faire ça. C'est beau. Puis ça a été une bonne influence pour moi, Martin, dans ça. Puis c'est un beau créateur aussi au Québec qui a mis tellement les produits d'ici de l'avant. Puis je trouve que c'est lui avec... comment il s'appelle? Normand Laprise, excuse-moi, j'avais un blanc. C'est des chefs qui sont là depuis longtemps, qui ont tracé des chemins pour les petits producteurs, du Québec, puis d'essayer de garder ça vivant. Puis tant mieux pour nous. Puis, tu sais, honorons ça, puis c'est ce qu'on essaie de continuer à faire, c'est de continuer à travailler avec ces petits fournisseurs-là, puis de continuer à faire vivre ces gens-là à travers notre folie, à travers nos créations, à travers ce qu'on essaie d'inculquer aussi à mes cuisiniers, à mes serveurs, à mes gérants, à tout ça. Fait que pour moi, c'est une première vie de vrai restaurateur, le Mitch Daly. Avant, tu sais, j'étais juste un cuisinier. Ouais. Ou juste un chef, ou juste... Il y a une grosse différence entre cuisinier et chef, là. Des fois, les gens ils se font appeler vite chef. Tu fais, attends un peu, là. Calcule-moi des costes, puis dis-moi combien ça vaut. Tu sais, je veux dire... Ouais, qu'il y a beaucoup plus de responsabilités quand t'es chef. Est-ce que tu comprends que si tu échappes ça à terre, ça fait qu'on perd tant d'argent, puis que ça... Tu sais, je veux dire, ton produit... Tous les produits qui rentrent dans l'entreprise, du moment qu'un produit rentre dans l'entreprise, il y a une horloge. Ça se fait une vie qui s'enclenche. Il faut que tu le travailles, il faut que tu le transformes, il faut que tu le serves aux clients. Sinon, ce que tu fais, ben tu gâches le travail de des gens qui ont travaillé fort, puis toi, tu perds beaucoup d'argent. Ouais. Fait que, mon but avec un resto, je ne crois pas que c'est de me rendre riche, mais c'est de donner une richesse au Québec, puis à Montréal,
Puis je pense qu'on est en train de vraiment de créer un petit coin de bonheur où les gens au Mitch Daily se sentent, c'est le commentaire que j'aime le plus, ici on se sent à la maison. Ouais. Puis je trouve ça tellement beau ce commentaire-là, tu sais, ça me rejoint, c'est ça que j'ai envie. C'est une bonne ambiance. Oui. On n'a pas envie de partir, on se sent bien ici, Ouais. on se sent à la maison, puis on se sent accueilli par toi. Tu sais, que j'haïs ça me faire dire quand t'es pas là, c'est différent, mais bon, ça fait partie de la game que les gens aiment ça te voir, puis aiment ça passer du temps avec toi, là. Ben, Mais c'est un beau compliment pareil, là. oui. Ouais, je dis, mais si tu veux me garder longtemps, laisse-moi me reposer une fois de temps en temps. C'est vrai. Puis, comment ça se reflète, ça, justement, calculer les costs, la fin de vie des aliments chez Mitch Daily? Ouais. Comme, comment que c'est calculé? Parce que je pense que c'est ça, la mission plus de Mitch Daily, comme, c'est être sûr que, ben justement, on fait quelque chose de beau avec les produits locaux. Ouais. Fait que c'est ça, comment que ça se reflète au restaurant? Tu sais, le Mitch Daily, c'est né de 2 sandwichs, un chips. Puis c'est devenu maintenant ce que j'appelle une sandwicherie du marché. Puis qui est plus, on a des sandwichs, mais on a beaucoup de plats du marché. La cuisine du marché étant un clin d'œil à Paul Bocuse, qui est un grand chef français qui a sorti son livre « La cuisine du marché ». Puis la cuisine du marché, ce que c'est, mais c'est ce qui est disponible. On prend ce qui nous tente, on le transforme, puis on en fait du mieux qu'on peut. Puis, tu sais, c'est ça. On a commencé avec les sandwichs, le chips. Puis après ça, tu sais, on voyait en faisant du poulet qu'il y avait des retailles de poulet. Bon, mais qu'est-ce qu'on fait avec les retailles de poulet? Ou, tu sais, on voulait une portion de 100 grammes toujours exacte, pour jamais que, tu sais, tu viens, tu reviens, tu as la même portion dans ton sandwich, parce que sinon, tu viens, il est gros de même, tu reviens, il est gros de même, puis après ça, tu t'attends à ça, mais là, tu as quelque chose de plus petit. Fait que, on essaie d'avoir cette constance-là, c'est la chose la plus dure à avoir. Là, ça créait des petites retailles de poulet. Bon, ben les retailles de poulet, ben, on va faire des poulets popcorn. Ah, OK. Fait que, tu sais, une chose qu'on met de côté devient autre chose, tu sais. Puis après ça, ben, on enlève les nerfs, le gras du poulet, puis là, ben, on réussit à faire des bouillons concentrés avec ça. Donc, après ça, ben là, on a des bouillons, ben, on va faire des soupes. Okay. Mais après ça, ben, on dirait que... C'est sans fin, là. Tout naît de d'autres choses. On avait des... Puis là, après ça, on met un ribs sur le menu. Puis là, les ribs, il y avait les flancs qu'on braisait, puis là, ça nous faisait des retailles de flancs. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ah, ben là, on fait un sandwich déjeuner. Fait que là, on avait le ribs effiloché qu'on mettait dans le sandwich déjeuner avec un œuf. Encore là, les œufs de la ferme des 4 temps, avec notre petit boulanger qui est au coin de la rue, de Maison Chabot, qui sont devenus des amis. Tu sais, qu'est-ce qui est cool là-dedans, c'est qu'on dirait que tu crées aussi des liens avec tes fournisseurs qui deviennent des amis. Tu sais, ça fait longtemps aussi que je suis en restauration. Fait qu'il y a des fournisseurs qui me suivent depuis longtemps aussi. Fait que j'essaie de garder contact avec eux. Mais, tu sais, c'est ça. C'est vraiment... L'évolution du Mitch Daily est née de... On met un plat, puis à chaque fois qu'on met un plat, on a une retaille ou on a quelque chose, un rejet, si on peut dire. Puis... Ben, ce rejet-là va devenir un autre plat. Oui, mais c'est ça. Puis y a-tu une fin à ce plat? Je dois t'avouer que c'est un beau casse-tête. Ouais. Mais oui, c'est que maintenant, tu sais, on fait plusieurs spéciaux puis sur le menu, puis des spéciaux qui sont sporadiques. Donc, quand il y en a tant de portions, puis quand il n'y en a plus, ben on passe à autre chose. Ouais. Mais ça fait que ça nous permet de créer tout le temps. Tu sais, à un moment donné, on avait des chutes de légumes. On faisait... qu'est-ce qu'on faisait déjà? C'est quelque chose qu'on fait avec les céleri raves. Puis à un moment donné, on s'est mis à retirer les peaux de céleri. Parce que t'enlèves beaucoup de... Le céleri rave, c'est comme une grosse racine ronde, là, qui est vraiment délicieuse. Puis on enlève beaucoup de peau à ça. Okay. Puis là, on s'est rendu compte que quand on retissait la peau, on pouvait faire un bouillon extraordinaire avec ça. Puis là, on s'est mis à travailler d'autres plats avec ça. Puis fait que c'est comme c'est vraiment un beau terrain de jeu quand tu as des gens impliqués autour de toi. Ouais. Est-ce que c'est populaire auprès des personnes qui viennent au resto? Si le menu il change quand même souvent en fonction de qu'est-ce qu'on a dans la cuisine, est-ce que les gens ils aiment ça? C'est parce qu'on a toujours notre base, tu sais. On a toujours notre base des sandwichs, que les gens peuvent venir, la salade de patates, tu sais, des choses qu'on n'est plus capable d'enlever du menu. Puis ça reste qu'il y a des soirées où on se ramasse, qu'on vend pratiquement pas de sandwich, puis les gens veulent juste manger nos petits plats. Ouais. Fait que ça, tu sais, c'est comme si on avait 2 restaurants, tu sais. Ouais. Fait que puis vous faites quoi dans ce temps-là? On vit bien avec.
C'est bon. Non, mais tu sais, on tripe, puis en plus, ben, vu qu'on a une grande sélection de vins, puis là, qu'on a une sommelière extraordinaire, ben, tu sais, elle est capable de faire, ben oui, ben, on va sortir ce vin-là, vu qu'il y a ça au menu ce soir, puis tu sais, ça va aller super bien avec ces plats-là. Fait que, tu sais, c'est comme si ça devient vraiment, là, tout un système. Ouais, c'est en symbiose un oui, peu. Oui, vraiment, tu sais, Ouais. tout devient cohérent dans un chaos total, tu sais. Tu as l'impression que c'est un chaos, mais finalement, c'est un chaos contrôlé Ouais, par une symbiose de gens qui trippent toutes sur la même chose. ouais. Puis tout le monde a envie de rendre ces soirées-là mémorables. Puis en cuisinant du marché, il faut être créatif. Est-ce que c'est déjà arrivé d'être pris au dépourvu un peu parce que vous recevez puis de ne pas savoir où y aller? Là, vous parlez tantôt avec le poulet popcorn, puis là, on va faire la soupe. Est-ce que c'est déjà arrivé de devoir chercher vraiment plus loin? C'est une question un peu... parce que je veux pas sonner prétentieux non plus, mais c'est quand même ma force. Okay. Dans le sens que l'autre fois, je suis arrivé, puis mes cuisiniers le savent aussi. Mon Simon, l'autre jour, il dit, on a un nouveau qui est rentré, puis il dit, tu vois, Max, là, il dit, il va aller voir dans le frigo, il va revenir, ça prend 20 minutes, on a un nouveau plat. Puis il dit... Fait, la créativité. C'est drôle la semaine passée parce que c'est arrivé, parce que là, je t'avais pas été informé ou on s'était... Tu sais, des fois, la communication, c'est toujours la chose la plus difficile dans la vie. Hein? Quand on oublie de communiquer quelque chose, on se met toujours dans un pétrin. Ouais. Mais peu importe, que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit au travail, communiquer, c'est pas notre force tout le temps, même si on est entouré de communication partout autour de nous. Puis... Fait que là, j'arrive, puis là, j'ai un nouveau à former. Et là, on me dit que le plat, le spécial betterave burrata, il reste plus de betterave. Puis là, j'étais comme, ah merde. Puis là, tu sais, on a une grosse soirée, puis il y a plein de burrata dans le frigo. Fait qu'on veut avoir un support pour les utiliser. Tu sais. Je pars à la course, je m'en vais dans le frigo. Je ramasse des pleurotes. Tu sais, j'avais des belles choses dans mon frigo. Mm-hmm. Mais j'ai réussi à faire un plat en 20 minutes. Puis le petit nouveau qui me regarde, qui est comme, OK, ouais. Ah, c'est cool ici, hein? Ouais. Il va en prendre beaucoup, là. Ouais, c'est ça. Il va vite, Max. Mais c'est ça, tu sais, j'aime ça, avoir encore ce pied-là dans la cuisine, puis j'aurais de la misère à me sortir de la cuisine, tu sais. C'est là, je deviens je sens que je deviens un peu plus entrepreneur, mais je veux pas sortir mon pied de la cuisine, là. C'est vraiment mon endroit où je suis comme un poisson dans l'eau, là. Si... vous nous regardez encore. Ça va être le mot sardine. On va faire un concours qui va être sur nos réseaux pour gagner un tote bag du Mitch Deli. Du Mitch Deli, qui sont aussi disponibles au Mitch Deli, j'imagine. Puis encore là, c'est tout fait au Québec par Sebo. Oui, on connaît ça. On a fait des tote bags de notre groupe avec Sebo. Ah, ben c'est ça. Tu sais, on essaie... Ouais. Fait qu'on essaie de rester le plus possible Québec. Tu sais, des fois, ça fait des produits qui sont un petit peu plus chers à la revente. Mais en même temps, on essaie de garder nos valeurs. C'est sûr qu'on essaie de... Tu sais, Mitch Deli, l'idée de base, c'est d'être accessible. C'est de rendre des grandes cuvées de vin moins chères qu'ailleurs. Puis, tu sais, sans se penser mieux que les autres, là, c'est vraiment pour démocratiser un peu. Le vin qu'on boit, c'est fait par des hommes puis des femmes qui ont les doigts gros comme ça. C'est pas fait par des gens en veston-cravate. Là. C'est des travailleurs. C'est des fermiers, là. Ouais. C'est des fermiers qui travaillent fort puis qui se stressent avec la température puis qui font quand ils voient que la grêle qui tue leur vigne, ils pleurent leur vie. Puis quand il y a des feux, en tout cas, tout ce qui peut leur arriver comme tragédie de température. Donc, c'est de rendre ces produits-là d'agriculteurs qui travaillent sainement accessibles. C'est vraiment beau. Est-ce que tu veux aller avec le segment? Oui, on avait un petit jeu. En fait, on veut savoir c'est quoi ton plat préféré, mais on veut pas que tu aies le temps d'y penser. Fait que je vais nommer 2 plats. Puis là, je veux que tu me dises lequel des 2 tu préfères. Oui, du Mitch Deli. OK. Entre le sandwich poulet frit puis le sandwich falafel. Falafel. Entre le falafel puis le 400 pieds. 400 pieds. Entre le 400 pieds puis le calmar. Ah, merde. 400 pieds encore. OK. 400 pieds. Entre le 400 pieds puis le fish and chips. 400 pieds. Entre le 400 pieds puis le falafel garni sans pain. Falafel garni. OK. Entre le falafel garni puis le sandwich déjeuner.
Ah, le sandwich déjeuner. Mais c'est parce que c'est un truc de circonstance. Le sandwich déjeuner, c'est bourratif, là. C'est quand t'es un peu... C'est la cure du hangover, là. C'est noté. Pour la prochaine fois, là. Allez au Midi Deli. OK, ben c'est... Fait que le préféré, c'est le sandwich préféré. Le sandwich déjeuner. Sur le menu, mais c'est ça serait je pense que c'est le 400 pieds, mais ouais, le déjeuner, c'est la cure. Mm-hmm. Puis, sinon, on peut aller plus au niveau de l'approvisionnement local. Ouais. Là, tu as mentionné que ça fait longtemps que tu es avec tes fournisseurs. Est-ce que ça a été difficile d'avoir un fournisseur qui vient jusqu'à Montréal? Je sais pas, sont situés où? Écoute, comment que ça fonctionne? C'est toujours difficile. Puis, tu sais, là, Dieu merci qu'il y a des fermes, qu'il y a de plus en plus de fermes. Puis, Dieu merci la vague de la ferme des Quatre Temps, de Jean Martin, de toute cette ADN qui laisse traîner sur le Québec, parce que c'est beau qu'il tâche le Québec comme ça, parce que on a besoin de ça, tu sais, on a besoin de ces choses-là. Puis c'est vraiment un souci d'éducation qui nous manque, puis c'est compliqué ça doit être compliqué pour les institutions aussi, parce que présentement, je pense que vous êtes dans une génération où tous les institutions tombent un peu. Là, il y a les radios qui sont un peu en train de tomber, les podcasts qui prennent de l'essor, juste pour être dans votre credo. Après ça, si on regarde la religion, ça fait longtemps qu'elle a pris une claque au Québec. Là. On s'entend. Mais si tu regardes dans d'autres pays, la religion, c'est encore la ligne directrice. Ici, c'est comme si c'est très en mouvement, c'est très en changement. Puis je pense que l'éducation, c'est là-dessus qu'on peut s'asseoir. Ça prend des croyances. Je pense qu'en tant qu'humain, on a besoin de croire en quelque chose, puis de croire en des valeurs, de croire en une direction, en croire en le respect des autres, en croire c'est de plus en plus ancré, mais il manque d'endroits de se recueillir pour se dire « Hey, on croit en ça », puis je trouve qu'un restaurant, c'est un bel endroit pour le faire, puis c'est un beau départ, du moins. Ouais. Ben, moi, si je peux donner un exemple, qu'est-ce qui me... Je connaissais rien à l'alimentation, comme éco-responsable, d'où ça vient, dans mon assiette, qu'est-ce qu'il y avait. Puis c'est au cégep que j'avais des cours au choix. Puis parmi les cours au choix, il y avait un cours sur l'alimentation responsable qui s'appelle, je pense, Knowing What to Eat. J'ai fait mon cégep en anglais. Puis, dans le fond, c'est ça, c'est un cours complet, pendant une session complète, de savoir comment que la nourriture est faite, comment c'est produit, tous les pesticides, qu'est-ce que ça fait comme fou, impact, puis pourquoi est-ce que c'est mieux de manger local. Puis pour moi, ce cours-là, ça a été un de mes cours préférés parce que j'ai trouvé ça tellement utile pour plus tard dans la vie prendre des choix. Puis je pense que c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir. Ça devrait être parmi les connaissances générales de tout le monde. T'as tellement raison, puis j'espère que ça va l'être. Caroline. Mais il est encore là, le cours. Oui, mais on peut-tu militer que ça arrive plus tôt dans la vie du monde, puis Caroline. Mais en même temps, c'est pas tout le monde qui est capable de se payer ça. Puis quand tu regardes la façon que l'agriculture est faite, c'est pas supposé coûter plus cher, une agriculture biologique. C'est pas supposé se vendre plus cher. Donc, on a besoin d'aide des gens au-dessus de nous. Il y a des choses qu'on peut pas faire. Puis, l'autre fois, c'est drôle, au resto, on reçoit des carottes qui sont pas... c'est une erreur de commande. On reçoit des carottes industrielles. Là, Puis, mon cuisinier Robin qui me regarde, il fait... on peut-tu sacrer, non? Non. En tout cas, je vais faire... C'est par l'école. Je vais faire bip! Il dit bip, Max! Il dit les carottes, ils goûtent la bip! Là, je fais, voyons donc. Ça goûte pas la même chose. Zéro. Ouais. Zéro. Fait qu'en plus, si on peut en comprendre on peut en retrouver du plaisir à bien manger, c'est encore plus facile si on le fait dans le plaisir, je pense. Fait que j'ai aimé qu'il ait remarqué. Mais après ça, j'ai moins aimé mon fournisseur, puis il en a entendu parler, puis c'est correct, les carottes sont reparties. Mais ils sont repartis intoxiquer quelqu'un d'autre. Mais c'est fou, hein? Tu sais, toi, tu l'as eu, le cours. C'est l'effet que ça a sur les humains. C'est vraiment grande échelle, puis on réalise pas tout l'impact que d'avoir, mettons, un poulet... de fait industriel là, qui n'a pas été fait sur une ferme de façon responsable.
sais, oui, moi, peut-être que je ne goûterai pas la différence, Non. mais l'impact que ça a eu, Mais ton corps va le sentir. mondialement, là, comme, oui, le corps aussi va le sentir, mais, tu sais, pour moi, tu sais, j'étudie en chaîne d'approvisionnement, OK. donc ça vient me rejoindre un petit peu aussi, puis de voir tout, qu'est-ce que ça fait, l'impact, c'est fou. Comment que juste manger local, ça règle beaucoup, beaucoup de problèmes, là. Mais oui, pour son corps, mais pour la société aussi. Oui, désengorgeons les hôpitaux, mangeons bien. Aidez-nous avec ça, là. Aidez-nous juste avec ça, là. Puis ça va coûter moins cher. Je dis pas de ne pas investir dans les hôpitaux, au contraire, là, d'avoir de la technologie avancée, puis des bonnes conditions de vie aussi pour les infirmiers, infirmières de ce monde, là, s'il vous plaît, parce que ma mère et ma sœur sont dans le domaine, donc j'en sais, je peux t'en expliquer un papier, là. C'est pas des vies faciles, hein, c'est du don de soi. Puis non, je trouve ça primordial que l'éducation se mette au goût du jour. Ouais. Est-ce que tu veux poser la question par rapport à la trend? Ou c'est avec une autre question? Non, mais ouais, c'est une bonne question. Ouais. Je trouve ça va dedans. Selon toi, on voit une hausse là, avec justement le Mitchelli et puis plein d'autres restaurants de restauration locale et ou bio. Est-ce que c'est un trend ou est-ce que c'est quelque chose qui est là pour rester à Montréal? Écoute, moi, si je peux te l'expliquer de la meilleure façon, l'industrie alimentaire, de la bouffe, la culture industrielle devrait porter son nom. Dans le sens que ce que je veux dire par là, c'est l'agriculture bio ou permaculture, ça devrait pas être nommé. Ça devrait être de l'agriculture. Puis l'agriculture industrielle devrait être nommée. C'est comme ça, là, c'est en pleine conscience qu'on s'empoisonne. Ça devrait être... C'est parce qu'il y a eu longtemps un ish sur le bio, ah ouais, les snobs, les ci, les ça. On était jeunes et inconscients. Maintenant, on l'est un peu plus, puis on est mieux informés aujourd'hui avec toute la technologie. Tu sais, juste pour te dire, moi, à votre âge, j'avais pas de cellulaire. Personne n'avait de cellulaire. J'en ai eu un, puis la seule chose qu'on pouvait faire, c'est envoyer des textes et il n'y avait pas de photos. Tu sais, j'étais un peu retardé face à vous autres là-dessus. Puis, est-ce que c'est un trend? Ben, j'espère que non. La réponse, c'est maudit, non, faut pas. Il faut redonner, en fait, il faut redonner les bons mots à la bonne place, puis appeler l'agriculture industrielle, puis arrêter de subventionner ces gens-là, puis subventionner les gens qui ont des belles petites familles, qui cultivent pour l'avenir, puis pour le bien-être commun. Le bien commun, c'est là-dessus qu'il faut ça devrait être ça, notre nouvelle religion au Québec, le bien commun. Travaillons pour notre bien commun. Puis pour un étudiant ou un jeune adulte qui veut commencer à manger local ou à manger bio, puis à manger de façon éco-responsable, ça serait quoi, selon toi, la première étape? D'être curieux, commencer. De faire ses recherches, d'aller dans les marchés. Puis même dans les marchés, on peut se faire avoir, tu sais, mais il faut poser des questions. C'est vraiment ça. Tu sais, on va te promener au marché Jean Talon, on va te promener au marché Atwater, on va te promener dans les marchés, les petits marchés de coin de rue, puis quel type d'agriculture vous faites, puis puis pourquoi, puis c'est en posant des questions qu'on a des réponses, puis qu'on fait réfléchir les gens aussi. Est-ce qu'il y a des projets futurs du Mitch Daily, peut-être un Mitch Daily 2, 3? My God! Ben, qu'est-ce qui s'en vient, là? Je peux te dire qu'il y a plein de choses qui s'en viennent. Okay. Je ne peux pas tout à fait encore te dire c'est quoi. Okay. Il faudra refaire une émission. C'est bon, c'est noté. Pour ça, moi, dans mes temps libres, je travaille sur un livre aussi. Okay. Mais je le fais encore là à ma façon. Donc, c'est pas, je le fais pas de façon conventionnelle, une page, une recette, nanana. Okay. Mais c'est un livre de recettes. Oui, de partage, d'idées, de recettes, d'un peu de folie. D'un peu de folie. Est-ce que c'est un livre qui pourrait être... c'est-tu friendly pour quelqu'un qui connaît pas grand-chose à la cuisine? Absolument. Ben oui, en fait, moi, je suis plus du côté enfantin que du côté trop sérieux. Pas que j'ai quelque chose contre ça, mais j'aime rendre les choses accessibles puis comprenables par tout le monde. OK. Fait que, c'est intéressant. De là, mon côté enseignant, là, des fois, quand tu as une classe, il faut que tu expliques la même chose de 3 façons différentes pour être sûr que chaque type de personnalité puisse le comprendre. Donc, c'est un petit peu ça aussi que je veux faire dans ça.
Ah, mais je vais regarder pour quand que ça va sortir. Ouais, c'est ça. Non, mais là, Dans un bout. Dans un futur pas si rapproché, mais au moins j'y travaille, puis moi, ça me fait rêver de faire ça de toute façon. J'aime ça dessiner, j'aime ça rêver, fait que ça me fait... Tout le temps être occupé. Ouais, c'est une bonne chose. Oh oui, c'est une bonne chose. Une mauvaise aussi, des fois. Ouais. Puis, un petit peu plus light comme question. T'as parlé de toute la sélection de vins qu'il y a chez Micheli. S'il y avait un vin qu'il fallait garder, juste un, pour le Micheli, ça serait lequel? Genre... Juste un. On aurait un seul vin sans Un carte, seul vin. Oh, mon Dieu, tu viens de me faire mal. Mais juste un. Wow. Qui s'agencerait le mieux. Ah, mais je pense que j'ai une réponse, par contre, parce que on a fait un événement pour le 2e anniversaire vendredi. Le 2e anniversaire sur la rue Beaubien, parce que le Micheli a 4 ans. Mm-hmm. Mais mon ami David Ward, de Ward et Associés, qui était là, puis il y avait une cuvée de Stromeyer qui était un rosé. Ouais, ça serait ça. Ah, tu peux prendre un bain de ça. Là. OK, c'est bon. Donc, ouais, si on ferait juste avoir ça. Je pense que les gens, ça, c'est une autre affaire au Québec. Là, le rosé, c'est juste l'été. Là. Hell no. Là, le rosé, c'est tout le temps. Là, c'est tout le temps bon du rosé. Là, ça va avec la plupart des choses sur le menu. Ça va avec plein de choses. Ça va avec tout ce qu'il y a sur le menu. Puis en bulle, tu fais un champagne rosé, il n'y a rien de plus. En tout cas, moi, c'est. Ça serait ça. Non, okay. Ce que j'ai vu avec David, je pense que ça serait... C'est pas mal un vin qui m'a donné beaucoup d'émotions, tu sais, c'est enivrant. Il est le fun. C'est enivrant. Enivrant, c'est un bon mot. C'est bon. Ben, pour nous, ça faisait le tour. Merci d'être venu sur le podcast. Merci pour l'invitation. C'est super intéressant. J'espère que j'ai pas trop parlé. Ben non, mais c'est ça le but. Je parle sans arrêt. C'est de parler. Il y a un on, puis il n'y a pas de off. Puis là, ben, c'est le temps de plugger les réseaux. Donc, Mitch Daily, je pense, c'est le Mitch _, Daily _ pour l'Instagram. OK. Si je me trompe pas. Ben, sinon, t'écris dans le barre de recherche Mitch Daily, puis tu vas y arriver. C'est ça. Puis sinon, pour nous, ben, c'est le groupe _ humanitaire avec un TERRE. Je sais pas si j'oublie quelque chose pour le mot de la fin. C'est ça. Ah oui, allez jeter un coup d'œil à nos autres podcasts. C'est notre 3e. On en a fait 2. Un sur la mode responsable, puis un juste pour introduire le groupe humanitaire. Puis c'est ça, allez voir Micheli pour voir le menu qui est excitant. Merci. Merci.